Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon sur le narcissisme. Et logiquement, ça devrait être notre dernière leçon sur l'introduction au narcissisme, mais je peux en faire de nouvelles, on ne sait jamais, ça dépendra des besoins. Mais logiquement, ça devrait clore un petit peu ce qu'il y a à savoir et des choses dont je vais parler ou dont je parle dans le Club Revivre et que nous allons travailler. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les facilitateurs ou les catalysateurs ou on les appelle aussi les singes volants. Ça vient de l'histoire du The Trollman of Oz. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est une histoire du sorcier de Oz, ou etc. Bref, dans cette histoire, il y a une mauvaise... il y a une sorcière qui utilise des singes volants pour qu'elle contrôle et qu'elle fait faire ce qu'elle veut. Et donc, dans le narcissisme, lorsqu'on parle de singes volants ou de facilitateurs, ça va être des personnes qui vont faire ce que veut le narcissique contre leur gré ou sans le savoir ou en pleine connaissance de cause. Mais ça va être des personnes que le narcissique va utiliser pour influencer d'autres personnes dans son environnement et les personnes ses cibles généralement. Donc tout ça, ça va tomber sous ce que j'appelle les facilitateurs, qui est quand même plus parlant que les singes volants, même si j'aime bien l'expression des singes volants, et que vous risquez de l'entendre par-ci par-là de personnes qui traduisent directement de l'anglais, donc qui vont utiliser cette expression. Alors, pour comprendre le narcissisme, il est nécessaire aussi de comprendre le fonctionnement des facilitateurs, parce que vous en avez beaucoup dans votre vie, il y en a dans tout environnement des facilitateurs. Alors déjà, à quoi ça ressemble cette facilitation? C'est quoi exactement? Quand on pense à la facilitation, généralement c'est à la base, psychologiquement parlant, c'était lorsqu'on parlait d'addiction. Si vous aviez un alcoolique, par exemple, il va toujours y avoir dans l'environnement de l'alcoolique certains joueurs, entre guillemets. Vous allez avoir le sauveteur, par exemple, la personne qui essaie de leur faire s'en sortir. Alors ça peut être la compagne ou le compagnon, etc. Et puis vous allez avoir des facilitateurs, ça va être des personnes qui vont être des amis, entre guillemets, qui vont l'aider à replonger. Donc à la base, les facilitateurs, c'est ça. C'est des personnes qui aident la personne qui est en prise avec une addiction à replonger. Et les facilitateurs, ils ont aucune forme de responsabilité dans ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas eux qui en sont la cause. Et par contre, eux, ils trouvent des excuses dans ce cas-là, au narcissique. Alors donc les facilitateurs vont laisser le narcissique s'en tirer parce qu'ils vont bénéficier de quelque chose, ils vont avoir des avantages, etc., etc. Et pour ce faire, ils vont utiliser différentes méthodes qui vont être d'invalider votre expérience, invalider l'expérience de ceux qui subissent ces abus en lui disant « mais non, attends, maintenant tu vas pas nous enchaîner une pendule, c'est pas aussi mal que ça, etc. » Ils vont déresponsabiliser presque les personnes toxiques en leur disant bon ben voilà, c'est pas de sa faute, il sait pas plus que ça, bon ben voilà quoi, ça va pas plus loin. Ça peut être aussi très souvent parce qu'ils vont bénéficier d'une association avec le narcissique d'une façon ou d'une autre. Donc pour eux, ça va être intéressant, voire nécessaire, de maintenir le statu quo. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement invalider votre expérience, mais ils vont, en fin de compte, vous obliger, enfin vous culpabiliser ou vous obliger à ne pas agir contre le narcissique. À partir du moment où vous dites, bon là maintenant, ça va, je mets un stop à tout ça, et ben eux, ils vont entrer dans la danse pour maintenir ce statu quo, justement. Ou alors, ils vont donner au narcissique une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, une 10e chance, etc. Ils vont justifier ce que le narcissique fait. Bah, attends, il a eu une très mauvaise journée, ou mais attends, tu sais tous les problèmes qu'il a en ce moment, enfin bref. Ou alors, ils vont tout simplement dévier
dévier l'intention du narcissique de façon à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui va tout d'un coup devenir la personne abusée. Ça, c'est parfaitement possible également. Et la plupart du temps, en fin de compte, ils vont ignorer. On pourra dire que ignorer ce qui se passe, ça va être le principal, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre ce qui est dit, il ne veut pas voir, il ne veut pas entendre, il ne veut rien dire, et pour ignorer, il va utiliser différentes méthodes, dont l'invalidation, maintenir le statu quo, etc. Donc, l'ignorance, c'est quelque chose qui peut être utilisé de façon active, donc tout simplement pas voir, pas entendre ce qui se passe, mais ça peut être aussi quelque chose qui surplante un petit peu le tout, et pour cela faire, il va donc utiliser la minimisation, la manipulation lui-même, la justification, etc., etc. Il peut utiliser différents outils pour pallier ou pour permettre de soutenir, dira-t-on, la facilitation. Donc ça va être les techniques les plus souvent utilisées par les facilitateurs. Alors il peut y en avoir d'autres, hein, bien entendu, mais ça va être les techniques principales qui vont être utilisées, et je suis sûr que vous en reconnaissez sûrement quelques-unes. Et en gros, j'ai trouvé aux environs de 6 personnes, de 6 catégories de personnes, où on pourra dire que ça va être des facilitateurs. Dans le programme, vous allez, à un moment donné, on va arriver au mois 5 qui parle justement des facilitateurs et des Pollyanna. Et donc là, ça vous fera du bien peut-être de revoir cette leçon. Et puis essayez de voir un petit peu si ça vous parle et si ça vous inspire à trouver quelques facilitateurs dans votre monde. Donc en gros, 6 facilitateurs, grosso modo, alors peut-être que vous allez pouvoir en trouver plusieurs. Et pour tout vous dire dès le départ, oui, un facilitateur peut être dans plusieurs catégories, ou à la suite, ou en même temps. Donc c'est pas parce qu'un facilitateur est dans une catégorie qu'il n'est pas nécessairement dans une autre. Alors, en gros, la première catégorie dont je veux parler, ça va être ce qu'on appelle les facilitateurs culturels. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que ça... Alors, quand je parle de culture, ça peut être une culture de langue ou de pays étrangers, mais ça peut être aussi régional. Ça peut être quelque chose qui est typiquement breton, ou de l'Est de la France, ou Corse, ou ce que vous voulez, ou ça peut même faire partie de quelque chose dans notre famille, en quelque chose dans la culture de notre famille. Nous avons telle et telle tradition, de père en fils, etc. Donc, les facilitateurs culturels peuvent être trouvés à plusieurs niveaux. Par exemple, si un membre de votre famille vient d'un pays étranger, que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou ce que vous voulez, il a pris ou il a été pris certaines traditions ou certains facteurs culturels que l'on va relier à ce pays-là, même si c'est pas vrai à la limite, mais qui vont être reliés à, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire familiale, ça fait partie de ceci, ça fait partie de cela. J'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes du problème culturel, parce que c'est un très gros problème, puisqu'on va les retrouver généralement dans les familles où il y a des cultures patriarcales, autoritaires, etc., qui ont une tendance à marginaliser. Et on utilise ça justement pour marginaliser. Et encore pire, si ça va être des personnes qui ont eu des histoires traumatisantes, des histoires de réfugiés, de guerre, d'immigration qui ont été difficiles, de fuite, etc. Et cela fait que, en fin de compte, ça fait un problème où on ne peut plus critiquer la personne. Ça correspond un petit peu à ce racisme inversé. En fin de compte, je me souviens, c'était Coluche qui avait dit un truc du genre « Le jour où on pourra dire à un arabe qu'il est con, il arrêtera d'être un arabe. » Et en fin de compte, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous dites « t'es vraiment con » à quelqu'un et que cette personne est de l'étranger et vous traite de raciste parce que vous lui avez dit qu'il est con, alors que c'est pas du tout le sujet, c'est une façon de dévier le truc et de se cacher derrière sa culture pour éviter certaines choses. Là, dans ce cas-là, c'est pour éviter de prendre certaines choses au sérieux, de prendre des critiques au sérieux, de changer, etc. Et donc, dans le narcissisme, dans l'histoire culturelle, vous avez une
pléthore de possibilités pour pouvoir retomber en disant « Ah bah oui, bah maintenant tu me dis ça parce que je suis juif, ou parce que je suis arabe, ou parce que je suis noir, ou parce que je suis ceci, ou je suis cela, mais dans notre culture c'est fait comme ceci, et dans notre culture c'est fait comme cela. » Je viens de culture juive de par la famille de mon père, culture juive, et nous étions berbères en plus. Et là, bah oui, bah, bien entendu, il y a des trucs, ah oui, bah, ça se fait comme ça chez nous. Or, c'est pas vrai, je sais parfaitement que ça se faisait pas comme ça chez nous. Je suis pas, bon, je connaissais d'autres personnes, je voyais parfaitement que les choses se passaient différemment dans d'autres familles, même si elles étaient à l'origine juive ou berbères ou ce que vous voulez. Mais ça va être quelque chose qui va être utilisé culturellement parlant, et c'est un très gros problème parce que les facilitateurs culturels vont se rabattre là-dessus pour soutenir le comportement narcissique. Et le problème veut dire que de cette façon-là, ça va se transposer. Disons par exemple que vous allez dire, le grand-parent narcissique qui maltraite le reste de la famille, eh ben on va dire, bah oui mais non, faut rien lui dire parce qu'il a eu tel et tel problème, ça a été très difficile pour lui, il est arrivé ici sans rien, il a vécu des choses horribles, etc. Donc vous êtes bloqué sur ce coup-là. Et donc par la suite, eh ben le parent, si on parle du grand-parent, après on va parler du parent, et ben le parent lui aussi il a des excuses. Parce que son père, il vient lui-même d'une famille pauvre, donc lui, au départ, il n'avait pas beaucoup. Et donc, son père ne pouvait pas lui donner d'amour, il ne pouvait pas lui donner ceci parce que le pauvre, il venait d'ailleurs. Donc, bien entendu, lui, ça a été difficile, etc. Et donc là, on a encore un truc culturel. Et ainsi de suite. Et comme ça, on peut le propager de génération en génération et on n'en sort jamais. Donc, le facilitateur culturel, il est important de mettre une fin à ce cycle en disant, bon, bah, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai, ils ont eu des moments difficiles, mais tout le monde en a eu. Peut-être qu'ils ont eu des moments plus difficiles sur certains points, on est tout à fait d'accord, mais ça n'est pas un blanc-seing pour se comporter comme on veut vis-à-vis des autres personnes. Il n'y a absolument aucune excuse pour cela. Et il est très important donc d'apprendre à faire la part des choses, et surtout, et ça on le verra lorsqu'on va commencer à en parler, justement pour éviter la culpabilisation, parce que là on a le gros problème de culpabilisation, mais comment est-ce que tu peux dire ça de ton père, de ta mère, quand on pense à tout ce qu'il a fait pour toi, il est arrivé ici sans rien, il a tout fait pour toi, pour qu'on ait un toit, pour qu'on ait de quoi manger, enfin bref, etc., etc. Et comme je le dis régulièrement, dans toutes les familles narcissiques, à un moment donné, on va mettre un point d'égalité entre vous avoir mis un toit sur la tête et vous avoir donné de quoi nourrir et vous aimer. C'est la même chose. Alors que là, c'est un besoin, c'est légal. Ils n'ont pas le droit de vous laisser affamer, ils sont obligés de vous donner un toit. Vous n'avez pas demandé à être là. Donc déjà, ça c'est un devoir légal et ça n'a absolument rien à voir avec l'amour, avec le respect, avec ce que vous voulez. C'est une obligation légale. Donc, les facilitateurs culturels. Après, vous avez la Pollyanna. Alors la Pollyanna, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une histoire pour enfants qui avait été faite ça a été écrit il y a très longtemps, je crois que c'est au début des années 1900, je crois qu'elle date. Je sais que c'est traduit en français, donc je sais que ça existe en français, mais je ne sais pas si ça a été très connu. Mais la Pollyanna, c'est la personne qui voit le côté positif de tout. En fin de compte, dans l'histoire, ça commence parce que Pollyanna, c'est donc son nom, cette petite fille qui est orpheline et qui est donc recueillie par sa tante ou sa grande-tante, qui est une femme revêche, toujours en colère, très blablabla, etc. Et donc, à Noël, Pollyanna, elle reçoit une paire de, comment on appelle ça, des cannes, vous savez, je ne me souviens même pas comment on appelle ça en français, des cannes pour marcher quand on a cassé une jambe, vous voyez, ouais, ça me reviendra. Et donc, bon, bah, elle n'a pas besoin, puisqu'elle a ces deux jambes qui marchent parfaitement. Et donc, elle se dit, elle le voit de côté positif en se disant, le positif, en fin de compte, le bon côté, c'est que j'en ai pas besoin. Donc, c'est bien. Donc, c'est un merveilleux cadeau parce que ça veut dire que j'ai mes deux jambes, béquilles, que j'ai pas besoin de mes béquilles. Là, il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui m'ont dit béquilles. Bon, excusez-moi. Et donc j'en ai pas besoin, donc c'est parfait, etc. Donc la Pollyanna, c'est un petit peu celle qui se dit ouais, mais il y a de la lumière à l'intérieur de tout le monde, il y a du positif, il y a quelque chose de bien, et il faut trouver la lumière. Il
faut trouver la lumière. Et ce qui veut dire que si vous voyez que, ou si vous êtes dans une relation négative, que ce soit avec vos parents ou que ce soit avec un partenaire, eh ben c'est parce que vous ne savez pas voir la lumière qu'il y a en eux, parce qu'il y a de la lumière dans tout le monde, et donc dans ce cas-là, c'est à vous de devoir chercher la lumière, de devoir trouver la lumière. Alors après, on peut dire, bon, bah, si il faut un sous-marin capable d'aller à 20 000 pieds avant de pouvoir voir la lumière quelque part, c'est peut-être qu'il faudrait laisser tomber. Mais non, pour la Pollyanna, non, il faut vraiment trouver le positif chez tout. Et en fin de compte, si vous ne trouvez pas le positif, c'est parce que vous n'avez pas voulu, c'est parce que vous avez été égoïste, parce que vous avez été ceci, parce que vous avez été cela, parce que vous n'avez pas pensé aux autres qu'à vous-même, parce que vous avez seulement pensé à vous-même. Donc, la Pollyanna, c'est vraiment un facilitateur très problématique et qui, comme la plupart des facilitateurs d'ailleurs, va utiliser la honte comme outil en disant c'est oh là là, mais est-ce que tu ne peux pas te contenter tout simplement de voir son côté positif? Pourquoi est-ce que tu t'attaches vraiment à ces petits trucs, à ces choses ennuyeuses, etc. Pourquoi est-ce que tu te focalises là-dessus plutôt que de te focaliser sur... Parce que le problème de beaucoup de personnalités narcissiques, c'est que ils ont des bons côtés ou ils ont des qualités. Parce que s'ils avaient été des vaches du début à la fin, encore à la limite, c'est bon. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que y a des bons côtés. Donc c'est ces bons côtés que la Pollyanna va tirer en disant mais tu vois, il t'aime, il te donne à manger, il te donne un toit, blablabla. Alors pourquoi est-ce que tu peux pas te contenter de voir le positif plutôt que de te focaliser comme ça sur un petit truc qui va pas, etc. Donc les Pollyannas sont vraiment très problématiques. Parce qu'elles utilisent le bien, entre guillemets, comme leur arme. Et de cette façon-là, elles sont réellement dangereuses, surtout si vous êtes entouré de plusieurs Pollyannas. Ensuite, vous avez le facilitateur égoïste. Alors, le facilitateur égoïste, c'est celui qui permet...